Temps d'avance. Temps d'avance. Temps d'avance. Temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. Bienvenue dans le tout premier épisode de Temps d'avance. Pour cette première série, on plonge directement dans un sujet clé, les restructurations d'entreprises. Un mot qui fait souvent peur, mais qui peut aussi être synonyme de renouveau, d'adaptation et parfois même de survie pour l'entreprise. Pourquoi ? Comment ? Et à quel prix ? On va explorer tout ça et tenter de mieux comprendre les enjeux stratégiques et humains qui se cachent derrière ces décisions, souvent difficiles, mais nécessaires. Allez, c'est parti pour ce premier temps d'avance. Tout au long de cette série, nous serons accompagnés de Daniel Cohen, président fondateur de Zalis et expert en stratégie d'entreprise. Bonjour Daniel. Bonjour Ilan. Daniel, vous avez 25 ans de pratique dans le retournement d'entreprise. Vous avez dirigé plus de 500 missions de stratégie et de restructuration financière pour des grands groupes français et internationaux. Votre expertise en gestion du risque et en innovation stratégique offre une perspective inédite sur la transformation des organisations à travers divers secteurs économiques. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Dans ce premier épisode de la série, nous allons parler du risque en entreprise et des fondamentaux de la gestion de risque. Et tout d'abord, Monsieur Cohen, pourriez-vous nous présenter l'activité de Zalis et plus spécifiquement votre activité en stratégie et restructuration ? Alors Zalis existe depuis 22 ans maintenant. 22 ans où on s'est dédié principalement au sauvetage des entreprises. En clair, ce qui nous intéresse, c'est que après notre passage, les entreprises soient encore là des années plus tard et que le passage de Zalis dans cette entreprise ait eu un effet bénéfique. Alors, quel que soit le niveau d'intervention, on va mesurer la réussite de notre mission à la durée d'existence de cette entreprise, en particulier après quelques années de vie. Et donc, on n'est jamais en capacité de répondre dans les quelques années qui suivent à la réussite de notre mission. C'est vraiment 5 à 10 ans plus tard que l'on sait si notre passage a été une réussite pour cette société. Deux chiffres. En 2023, on se rend compte que la France a enregistré un des pires quatrièmes trimestres en 30 ans concernant les défaillances d'entreprises. On les a établis à 56 700 en 2023. On pense qu'en 2024, la France devrait dépasser le seuil symbolique des 60 000 défaillances d'entreprises. On a des exemples que le grand public découvre chaque jour. Je pense à Atos, je pense plus récemment aux Girondins de Bordeaux dans le domaine du sport. Qu'est-ce que vous évoquent ces chiffres aujourd'hui ? Écoutez, je le dis assez souvent, rien de nouveau. C'est-à-dire que, en règle générale, en France, on a un peu plus de 50 000 défaillances annuelles. Donc, passer le cap des 50 000, on va dire qu'on va rentrer dans des zones un peu plus grises. 60-65 000, c'est ce qu'on va retrouver dans les périodes de crise. Donc, on a passé la crise Covid où on était au plus bas. Le phénomène de rattrapage ne s'est jamais matérialisé, c'est-à-dire que le déficit, entre guillemets, de défaillance d'entreprise de la période Covid n'a jamais été rattrapé. Il ne le sera sûrement pas, puisque tout simplement, on a boosté la vie de ces entreprises, on a décalé les défaillances pour rester à un haut niveau, qui est un haut niveau de crise, mais sans dépasser ne serait-ce que les chiffres qui ont suivi la crise de 2008. Donc on est sur des niveaux élevés, mais finalement pas très élevés. Voilà. D'accord, donc un retour à l'équilibre attendu pour 2025 selon ces chiffres. Si on revient dans le métier du restructuring, vous êtes un expert de la crise, en tout cas de la gestion de crise. Quels sont les indicateurs précurseurs d'une crise, ce qui permet d'identifier les risques potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques pour l'entreprise ? En règle générale, une entreprise ne va pas découvrir qu'elle est en crise ou en situation critique du jour au lendemain. Elle le sait en interne depuis bien longtemps.
Et j'ai l'habitude de dire que c'est la méfiance de l'ensemble des parties prenantes qui doit alerter le chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a des difficultés à discuter avec ses créanciers, ne serait-ce que financiers, ses banquiers, avec ses actionnaires qui ne veulent pas remettre de l'argent alors qu'il a des investissements ou des capex à financer, avec ses salariés, avec ses clients, avec ses sous-traitants, c'est que la société est tombée ou est en train de tomber en crise. Donc si je comprends bien, la communication est essentielle avec ses partenaires en interne, ce qui va aussi permettre de sentir cette crise. Alors la communication est essentielle pour rassurer, mais elle doit alerter le dirigeant quand il remarque que la communication devient de plus en plus tendue avec l'ensemble des acteurs. Donc là, on va distinguer deux phases. La première phase avant la crise, qui est un signal d'alerte vers le dirigeant, et après la crise, ou pendant la crise, pour rassurer les parties prenantes et montrer que l'on réagit. Le schéma le plus délétère, c'est celui où le chef d'entreprise a tous ces signaux d'alerte, mais ne réagit pas. Et donc petit à petit, la société va s'enfoncer. Alors pourquoi il ne réagit pas? C'est tout simplement humain. Il suffit de regarder autour de soi. Tout le monde a besoin de sauver son bilan, et plus vous êtes haut sur la pyramide, plus vous êtes le seul à pouvoir défendre votre bilan. C'est la raison pour laquelle, en particulier, les dirigeants de ce monde défendent régulièrement leur bilan, parce que ce sont les seuls à leur niveau, hein, tout à fait en haut de la pyramide, à pouvoir le faire. Donc au fur et à mesure qu'on a des difficultés, vous montez en haut de la pyramide, vous allez vous retrouver avec des dirigeants qui ont besoin de sauver leur bilan. Donc ça, c'est uniquement la nature humaine. Donc ça se présente dans tous les cas de figure, que ce soit politique ou que ce soit les chefs d'entreprise. Et donc on va retrouver nos chefs d'entreprise qui sont dans cette position de sauvons notre bilan. Et attaché à ça, le deuxième phénomène, mais qui finalement est un très grand classique et auquel personne n'échappe, c'est le déni de réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut se convaincre qu'on n'a pas été si mauvais que ça, on va essayer de faire en sorte que la réalité ne soit pas celle qui est celle que l'on vit au quotidien. Et donc on va se mettre dans une posture de déni de réalité. Donc on a un facteur aggravant en fait avec ce déni, puisqu'il y a une perte de temps. La dimension temps en gestion de crise est essentielle. Alors la dimension de temps est essentielle, mais cette période que je décris assez souvent dans mes ouvrages et mes écrits, qui est de dire qu'on a une phase de latence, cette phase de latence est inhérente à n'importe quelle crise. Donc on aura toujours une phase de latence. Cette phase de latence, à l'échelle des entreprises, va prendre quelques jours, voire quelques mois, avant de reconnaître la difficulté. Donc on va... plus vous êtes accompagné et plus vous êtes éclairé, plus la seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est réduire cette phase de latence. Donc elle existera toujours, mais les bons dirigeants feront en sorte qu'elle ne dure pas trop longtemps. Est-ce qu'on peut parler de maturité d'une entreprise en matière de gestion de crise? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des métriques qui peuvent être utilisées pour mesurer cette maturité? Alors justement, pour comprendre comment une entreprise est capable d'évoluer et de sortir plus vite d'une crise, c'est un des thèmes que je développe, c'est d'arriver à mesurer son degré de maturité. Alors qu'est-ce qu'on appelle degré de maturité d'une entreprise? Juste pour percevoir rapidement le sujet, essayer de comprendre qu'une société qui a le degré de maturité le plus faible, c'est une société qui réussit à livrer un produit ou un service, mais qui est incapable d'expliquer comment elle a fait pour réussir et comment est-ce qu'elle va être capable de reproduire de façon très simple le même niveau de qualité pour ce produit ou ce service-là. Donc on y arrive, mais on est en mode très artisanal et on ne sait même pas comment on a fait pour y arriver. À l'extrémité de la chaîne, ce sont des sociétés qui sont
très matures. Donc ces sociétés qui sont très matures, qui ont un degré de maturité très élevé, sont des sociétés qui sont capables de s'améliorer en avançant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elles rencontrent des problèmes ou des situations compliquées, elles vont changer leur processus, et ce changement de processus va pouvoir avoir lieu sans interrompre la bonne marche de la société. Donc on ne va pas passer par des phases de remise en cause, de perte de temps. Donc ça, c'est réservé qu'à quelques entreprises dans le monde, qui atteignent ce haut niveau de maturité. Et donc entre ces deux extrêmes, vous avez beaucoup de niveaux de maturité différentes. Des sociétés qui fonctionnent en mode réactif, et donc c'est uniquement quand il y a, entre guillemets, une action contre elles, quelle qu'elle soit, qu'elles réagissent. D'autres qui sont en mode proactif, donc elles vont anticiper les difficultés et réagir avant. Donc tout ça rentre dans l'identification du degré de maturité d'une entreprise. Alors, pour ce qui est de la maturité, c'est extrêmement clair. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une gestion de crise particulière en fonction de la taille et du secteur de l'entreprise? Est-ce que vous, dans votre parcours, dans les expériences que vous avez pu avoir, est-ce que vous avez fait, lorsque vous êtes confronté à une crise ou un problème en termes de restructuration d'entreprise, est-ce que vous avez une méthode, j'allais dire, prête à porter, ou quelque chose qui se fait sur mesure pour les entreprises en fonction des secteurs auxquels vous allez être confrontés? Alors vous n'allez pas du tout utiliser les mêmes ressources humaines pour sauver une entreprise de quelques salariés ou une entreprise de plusieurs milliers de salariés. Il y a un savoir-faire. Donc évidemment, le savoir-faire que vous allez mobiliser n'est absolument pas le même pour quelques salariés que quelques milliers de salariés. Euh, euh, ça n'a strictement rien à voir avec le degré de maturité de la boîte, hein. J'insiste beaucoup là-dessus. Le degré de maturité peut être très fort ou très faible sur des petites entreprises, peut être très fort et très faible également sur des boîtes de plusieurs milliers de salariés. Par contre, ce qui change entre les deux, c'est que le pilotage d'une société de plusieurs milliers de salariés oblige à avoir des compétences très particulières. Par exemple, et pour s'en convaincre, un directeur financier qui va nous accompagner sur une mission dans une entreprise de quelques salariés doit savoir produire tout seul. Dans une entreprise de 5000 salariés, il doit savoir faire produire les autres. Très simple à comprendre. Donc on voit bien que c'est la qualité de l'équipe qui intervient et le savoir-faire qui est différent entre une petite et une grande entreprise. Très bien, Daniel Cohen, merci. On se retrouve pour le deuxième épisode de la série Restructuring. Ce prochain épisode sera dédié à la gestion de la rupture technologique dans l'entreprise.